Chapitre 11. Du chaud et du froid. Qui ne se souvient de son cours de biologie? Le monde animal comprend, entre autres subdivisions de toutes sortes, des homéothermes et des poikilothermes. Eh oui, revoilà les fameuses cases. Et vous allez voir que celles-ci ne sont pas plus pertinentes que les précédentes. Mais arrêtons-nous d'abord sur la classification scientifique. Les animaux homéothermes règlent tout seuls leur température, qu'ils maintiennent constante. Nous en sommes le meilleur exemple. Quand nous avons froid, nos muscles commencent à trembler, produisant ainsi la chaleur nécessaire. Quand nous avons trop chaud, nous transpirons et produisons de la fraîcheur du fait de l'évaporation. Les animaux poikilothermes, au contraire, dépendent pour le meilleur et pour le pire de la température extérieure. S'ils se mettent à faire trop froid, c'en est fini de leur mobilité. Voilà pourquoi je trouve régulièrement, l'hiver, au milieu de mon bois de chauffage, des mouches incapables de décoller. Elles se déplacent au ralenti sur les bûches, sans pouvoir rien faire de plus quand les températures sont négatives. Sans défense, il ne leur reste plus qu'à espérer qu'aucun oiseau ne les repère tant qu'il fait froid. Tous les insectes sont logés à la même enseigne. Tous? Non, pas mes abeilles, ni les autres d'ailleurs. Avant, je n'aimais pas les abeilles. Établir une relation avec un insecte est difficile, et quand en plus il pique, il nous est automatiquement antipathique. En outre, je ne mange que rarement du miel. Les conditions n'étaient donc pas réunies pour que je devienne apiculteur. Je le suis pourtant devenu. C'est ma récolte de pommes qui m'importait. Or, presque aucune abeille ne fréquentait nos pommiers au printemps. Pour que cela change, je me suis procuré en 2011 2 colonies. La pollinisation fonctionne très bien depuis. Nous avons du miel à revendre et surtout, j'ai appris que les abeilles se distinguent à bien des égards des autres insectes. Ce sont des animaux homéothermes, ce qui explique avant tout autre facteur leur tendance à faire des provisions. Transformé en miel et stocké dans les rayons, le nectar sert de réserve de combustible pour l'hiver. Les abeilles apprécient une chaleur confortable située entre 33 et 36 degrés, soit juste au-dessous de celle des mammifères. L'été, ce n'est pas un problème, bien au contraire. Jusqu'à 50 000 individus produisent de la chaleur en activant leurs muscles pour travailler. Il est plutôt nécessaire, et c'est un gros travail, de l'évacuer pour que la colonie ne soit pas en surchauffe. Des ouvrières apportent à cet effet de l'eau, issue de la mare la plus proche, et la laissent s'évaporer à l'intérieur de la ruche. L'air circule grâce aux milliers de battements d'ailes, et un courant rafraîchissant se diffuse entre les rayons. Il n'y a qu'en cas de perturbation trop importante que les efforts de la communauté échouent. En cas d'attaque extérieure ou de transport inapproprié des ruches d'un lieu à un autre, les abeilles énervées s'échauffent tellement qu'elles font fondre les rayons et meurent d'hyperthermie. En battant des ailes, la colonie ne fait pas seulement du bruit, elle provoque sa propre perte par la panique. Mais en temps normal, la régulation fonctionne parfaitement. La plupart du temps, il fait plutôt trop froid et produire de la chaleur est essentiel. Avoir les muscles qui tremblent signifie brûler des calories et pour compenser la perte énergétique, consommer du miel. Celui-ci n'est, en somme, rien d'autre qu'une solution sucrée très concentrée et épaissie, mélangée à des vitamines et à des enzymes. Chaque colonie en consomme plus de 3 kg par mois, notamment l'hiver. À la manière de la graisse d'hiver chez l'ours, les réserves de la ruche ne cessent de baisser et la colonie elle-même diminue énormément. S'il se met à faire très froid, les insectes se blottissent les uns contre les autres pour former une grappe. C'est en son centre qu'il fait le plus chaud. C'est l'endroit le plus sûr et c'est évidemment là que doit se trouver la reine. Qu'en est-il des autres abeilles, celles qui se trouvent à la périphérie de la grappe? Quand il fait moins de 10 degrés à l'extérieur, elles mourraient de froid en quelques heures. Alors, des congénères de l'intérieur viennent aimablement les remplacer pour qu'elles puissent à leur tour aller se réchauffer au cœur de la grappe grouillante.
Les insectes ne sont donc pas tous systématiquement poikilothermes, comme nous le prouvent les abeilles. Comme vous l'avez déjà deviné, les mammifères, à l'inverse, ne sont pas tous homéothermes. En principe, le maintien d'une température constante est considéré comme la spécialité des mammifères et des oiseaux. En principe. Mais le petit hérisson est là pour nous montrer qu'il y a toujours une exception qui confirme la règle. Tandis que l'écureuil, pourtant de taille comparable à celle du hérisson, virevolte certains jours allègrement de branche en branche, y compris dans la neige, son voisin du dessous passe toute la saison froide à dormir. Ces piquants ne sont pas aussi isolants que le pelage épais de l'écureuil, ce pourquoi ils consomment beaucoup d'énergie quand les températures chutent. De plus, ces mets préférés que sont les coléoptères et les limaces ont déjà disparu de la circulation et sont introuvables au-dessus du sol. Alors, quoi de plus naturel que de faire soi-même une pause ? Le petit père à piquant se roule confortablement en boule dans un nid au rembourrage moelleux, souvent installé au creux d'un tas de feuilles ou de brindilles. Il tombe alors dans un profond sommeil de plusieurs mois. À la différence de beaucoup d'autres espèces, il ne maintient plus sa température de 35 degrés, mais coupe l'arrivée d'énergie. Sa chaleur corporelle tombe par conséquent au même niveau que la température ambiante, parfois jusqu'à 5 degrés. Sa fréquence cardiaque ralentit et passe de 200 battements par minute, son maximum, à seulement 9, tandis que ses respirations diminuent elles aussi, passant de 50 à 4 par minute. De ce fait, l'animal ne consomme presque plus d'énergie et ses réserves le mènent jusqu'au printemps suivant. Le froid ne dérange pas le moins du monde le hérisson, bien au contraire. Tant qu'il fait un froid de canard, la stratégie que l'on vient de décrire fonctionne pour le mieux. Le hérisson n'est en danger de mort que lorsque les températures hivernales dépassent les 6 degrés. Car dans ce cas, il ouvre un œil et le sommeil profond fait place à un demi-sommeil, dans lequel il a besoin de bien plus d'énergie, sans être encore capable de se mettre en mouvement. Si ces conditions météo se prolongent, bon nombre de dormeurs mourront de faim. Le hérisson ne retrouve vraiment sa mobilité qu'à partir de 12 degrés, et peut alors manger si toutefois il trouve quelque chose à se mettre sous la dent, car ses proies, elles, sont toujours dans leur cachette hivernale. Heureusement, il est fréquent que l'on tombe sur ces lève-tôt en mauvaise posture et des centres de soins se chargent de les requinquer. À quoi rêve un hérisson qui hiberne ? Durant la phase de sommeil profond, le métabolisme est quasiment à l'arrêt, donc il ne rêve sans doute pas beaucoup. Il faut en effet au cerveau beaucoup d'énergie pour rêver. Sans métabolisme, pas de cinéma intérieur. Mais qu'en est-il pendant le demi-sommeil, quand la température passe au-dessus de 6 degrés ? Si le hérisson peut alors rêver, puisque sa consommation d'énergie augmente, ses songes ne sont-ils pas de ces cauchemars dont on aimerait en vain pouvoir se réveiller ? L'animal est tout de même en danger de mort, et peut-être le devine-t-il dans son demi-sommeil, luttant désespérément pour atteindre la pleine conscience. Pauvre petit père. Le changement climatique aura hélas pour effet de multiplier les périodes hivernales chaudes de ce genre. L'écureuil est un peu mieux loti, mais seulement pour ce qui est des rêves. Il n'hiberne pas vraiment, mais somnole juste 2 ou 3 jours avant d'être réveillé par la faim. Même si, pendant ses pauses, son rythme cardiaque ralentit et lui fait consommer moins de calories, sa température corporelle, elle, reste élevée. Voilà pourquoi il a régulièrement besoin d'une nourriture riche en énergie, sous forme de glands et de faine. Si elle fait défaut, ou si l'écureuil ne la retrouve pas, il mourra de faim. La stratégie du cerf, quant à elle, est bien plus proche de celle du hérisson. Car aussi surprenant que cela puisse paraître, l'animal est capable d'abaisser la température des parties extérieures de son corps. Il le fait régulièrement au cours de la journée, hivernant ainsi seulement quelques heures d'affilée. Ce procédé lui permet quand même de réduire la consommation de sa précieuse masse grasse. Pour faire face au froid, son métabolisme peut être réduit de 60% par rapport à son fonctionnement estival. Un autre problème surgit alors.
Digérer de la nourriture demande un métabolisme qui tourne à plein régime. Et passer l'hiver sans rien manger n'est pas possible non plus. Si le cerf mange, il lui faut souvent plus d'énergie pour digérer que la nourriture ne lui en fournit. Voilà pourquoi le nourrissage offert par les chasseurs a parfois pour effet paradoxal de faire mourir de faim un grand nombre d'animaux, qui auraient probablement survécu si on ne les avait pas obligés à fournir des efforts digestifs après leur avoir donné du foin et des betteraves. Durant la saison froide, les cerfs, par nature, vivent surtout sur leurs réserves de graisse constituées à l'automne. Une question a fini par me tracasser. Les cerfs passent-ils l'hiver tenaillés par la faim? Rien que d'y penser, ça me chagrine. Être planté là, dans la neige gelée, avec l'estomac qui gargouille et l'extérieur du corps en forte hypothermie, est sûrement très désagréable. Ça l'est du moins pour l'homme. Mais il est désormais prouvé que la sensation de faim n'affecte pas le cerf. La faim est, en effet, une impulsion inconsciente qui incite à absorber immédiatement de la nourriture. Mais le réflexe de manger ne sera activé que si un apport calorique est bénéfique. Prenons l'exemple du dégoût. Même si vous avez faim, vous renoncerez à manger dès lors que la nourriture qu'on vous sert est putride et infecte. Votre inconscient coupera momentanément la faim et la remplacera par la détermination absolue de ne rien manger pour l'instant de ce qui est proposé. On ignore si le cerf ressent du dégoût pour les bourgeons et les herbes sèches, ou s'il se sent simplement repu. Mais en tout cas, on sait que l'animal ressent moins la faim l'hiver malgré la privation de nourriture, précisément parce que celle-ci est préférable pour son équilibre énergétique. Toutefois, ce mécanisme de baisse de la température corporelle et de ralentissement du métabolisme ne fonctionne pas aussi bien chez tous les cerfs et toutes les biches. Tout dépend de leur caractère, lequel détermine notamment leur position hiérarchique au sein de la harde. Or, l'hiver, les fortes personnalités s'exposent à davantage de dangers. Du fait de leur position en tête de harde, il leur faut sans cesse être vigilantes. Leur fréquence cardiaque reste donc élevée, de même que leur consommation d'énergie. Les animaux dominants ont certes un accès privilégié à la bonne chair, mais cela ne leur est guère utile. La maigre nourriture d'hiver, faite d'herbes sèches et d'écorces d'arbres, ne fournit pas assez de calories, si bien que leurs réserves de graisse fondent dans des proportions bien plus grandes que chez leurs congénères de rang inférieur. Soumis, ces derniers flânent et somnolent durant les froides nuits d'hiver. Ils mangent certes moins que leurs chefs, mais consomment encore bien moins d'énergie, de telle sorte qu'à la fin de l'hiver, leurs réserves sont supérieures. Être en tête de harde réduit donc les chances de survie, même si l'on est partout prioritaire pour se servir. C'est la surprenante découverte faite par des chercheurs viennois dans de grandes réserves. Il faudra à l'avenir, estiment les scientifiques, s'intéresser davantage au parcours individuel et à la personnalité des animaux plutôt qu'à l'espèce dans sa globalité. Ainsi fonctionne l'évolution, rappelle-t-il, à coup d'écart par rapport à la norme. Les catégories homéothermes et poikilothermes sont donc loin d'être figées. Que se passe-t-il quand il fait froid? Le froid est une sensation qui signale au corps que sa température chute dangereusement et qu'il faut réagir. Chez l'homme, une température du corps inférieure à 34 degrés marque la limite. Nous commençons à trembler avant de l'atteindre et essayons alors de rejoindre des endroits plus chauds. Nos chevaux font de même. Les jours d'hiver humides et venteux, notre vieille Zippy est la première à trembler et à chercher un refuge. Comme ses masses grasses et musculaires sont moins importantes que celles de notre seconde jument et que son corps est par conséquent moins bien isolé malgré son pelage d'hiver, l'abri installé dans le pâturage ne suffit pas toujours. Alors nous lui mettons une couverture chauffante jusqu'à ce qu'elle cesse de trembler et se sente mieux. De toute évidence, notre jument Zippy n'aime pas le froid, pas plus que nous. Qu'en est-il des insectes ? La température de leur corps fluctue au gré de la température de l'air. Aucun mécanisme ne leur permet de maintenir une température minimale.
À l'automne, les petits animaux se terrent dans le sol, se tapissent sous l'écorce d'un arbre ou dans la tige d'une plante, afin de ne pas finir complètement gelés. Pour que la glace qui se forme dans leurs cellules ne les fasse pas éclater, ils stockent des substances telles que la glycérine qui empêche la formation de grands cristaux pointus. Mais que ressentent-ils? Les espèces poikilothermes ressentent-elles le froid? Quand je regarde des grenouilles et des crapauds sauter dans des mares glacées à la fin de l'automne pour aller s'assoupir au fond de l'eau, je ne peux m'imaginer qu'ils aient froid. Si l'eau froide nous paraît à nous si désagréable, c'est uniquement parce qu'elle dissipe bien mieux que l'air notre chaleur corporelle. Mais si la température du corps est identique à celle de la mare, sauter dedans ne peut pas être bien méchant. Les batraciens ne sont donc pas près d'y geler. Est-il vrai que les insectes, les lézards ou les serpents ne ressentent pas la chaleur? Je ne peux me l'imaginer, dans la mesure où ces animaux aiment, le printemps venu, se trouver de petits coins au soleil. Plus leur petit corps se réchauffe, plus ils se meuvent avec agilité. Ils perçoivent donc positivement la chaleur, et les orvets, par exemple, le paient cher. Car quand le soleil brille, les routes se réchauffent très vite. L'asphalte emmagasine la chaleur et continue de la diffuser la nuit, si bien qu'il fait bon s'y ressourcer, sauf si un véhicule surgit, écrasant au passage nos inconditionnels du soleil, ce qui arrive hélas très souvent. Ces drames mis à part, il est évident que les animaux poikilothermes perçoivent aussi certainement la température. Ont-ils pour autant le même ressenti que nous? Il est permis d'en douter.